Bonsoir à tous, je suis Andrew Williams pour les nouvelles du jour. C'est le dernier candidat à avoir déposé sa candidature pour tenter de devenir le 65e gouverneur du Tennessee. Il s'appelle Daniel Whitaker, est représentant d'État et a été le 39e secrétaire d'État. Il vient du Parti républicain et ce mardi 24 juin, il a réalisé un meeting de campagne à Townsend. Je vous laisse découvrir les images. Messieurs, bienvenue à mon meeting, donc mon premier meeting de campagne à Townsend. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Vous exposer mon programme, que certains auraient peut-être pu consulter à l'avance, qu'il était présent dans tous les sites de distribution de l'État. Premièrement, je vais commencer par me présenter, et puis à la fin, si vous avez des questions, on pourra éventuellement échanger. Si vous souhaitez également en privé, ce sera possible. Donc tout d'abord, écoutez, bonsoir, merci d'être là. Je me présente, je suis Daniel Whitaker. Alors, certains ne me connaissent pas beaucoup, c'est normal, je suis venu récemment en politique, afin de pallier aux démissions de mon collègue, Monsieur Editon, qui a démissionné pour des raisons personnelles, et qui lui sont propres. Je suis donc un ancien vétéran, ancien commandant de l'US Navy, j'ai été déployé en Irak. Et j'ai passé une majeure partie à travailler dans l'armée et au sein des forces armées de notre pays. Donc je sais ce que veut dire le mot servir, contrairement à ce que disent et ce qu'utilisent certains de mes concurrents. Ce ne sont que des gens foutres. Ils n'ont jamais servi réellement notre pays ni notre État. À mon retour, engagé pleinement en politique au sein du Parti républicain, premièrement au niveau local, qui se situe aux abords de fil en aiguille, je me suis orienté vers la politique étatique, où j'ai pu être secrétaire d'État du gouverneur Roy Kellerman, ici présent, assis juste derrière moi, puis par la suite, comme je vous l'ai précisé juste avant, représentant d'État. Mon engagement ne date pas d'aujourd'hui, bien évidemment, pour le Parti républicain. Je suis un fervent défenseur de toutes les valeurs qui font que notre pays est aussi grand, est aussi beau. Aujourd'hui, je suis potentiellement le dernier à m'exprimer. Vous avez pu entendre beaucoup de mes concurrents. Sachez une chose, dans mes concurrents, que ce soit les démocrates, les libertariens, les radicaux, toutes ces personnes, soit que ces personnes n'ont aucune notion de politique générale, n'ont jamais gouverné, ou alors le peu qu'ils ont pu gouverner ont mis notre État à sac. Nous en avons les démocrates à l'heure actuelle. Ces derniers passent des mesures impopulaires qui sont contrevotées. Premièrement, avec les armes automatiques qui vous ont été retirées injustement, sans référendum, sans demande auprès de toutes, j'ai bien dit toutes, les unités de police. Le gouverneur l'a pris lui-même cette décision et il l'a suivi. C'est son bilan. Que ce soit également les libertariens, Madame Reynaud, Brown, Monsieur Jim Brown, d'anciens pseudo-républicains qui, en quittant le parti, l'ont laissé également à sac. Ah, c'est stylé, hein. Tu veux qu'on passe le parti républicain. en pédestrier Ces derniers ont été gouverneurs républicains, mais ne vous trompez pas, ils ont été les gouverneurs républicains les plus mauvais que nous ayons eu de notre histoire. Ces gens n'ont amené que des où le peu de solutions qu'ils ont pu apporter, le peu de présence sur le terrain qu'ils ont pu apporter, n'ont même pas été remarqués. Aujourd'hui, je viens me positionner en nouveau républicain. Le parti a beaucoup changé, il y a de nouvelles têtes au sein de la direction, et sachez une chose, le parti continuera à travailler pour que le Tennessee soit mieux, et que vos vies soient également mieux. Car aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un État où les citoyens ne sont pas écoutés, où les citoyens sont méprisés par leur classe politique et même par leurs dirigeants. Nous devons évoluer. Et c'est pour ça que je propose ma candidature aujourd'hui. Alors pour ceux qui auraient pu consulter mon programme, vous connaissez les grandes lignes, mais je vais quand même le répéter pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Donc en premier, en matière de sécurité, parce que la sécurité reste l'un des enjeux majeurs au sein de notre État, proposer des mesures choc, des mesures importantes, notamment la modernisation des centres d'intervention, qui viseront donc à réunir les forces de l'ensemble des unités d'urgence, qu'elles soient médicales,
donc que ce soit les pompiers ou même des paramédics, ou les unités de la force publique, les adjoints du shérif, les polices municipales, les polices de comté. Cette modernisation, elle a un coût. Elle est chiffrée, elle est dans mon programme. Mes adversaires m'ont beaucoup attaqué là-dessus. $. Vous le savez, le Tennessee est un État qui a besoin de se développer, qui a besoin de se moderniser. Coûteux. Ce sont des équipements high-tech qui permettront à nos unités de mieux se coordonner sur le terrain et de pouvoir mieux intervenir. C'est une dépense nécessaire comparée à des secteurs qui sont plutôt secondaires, tels que la sécurité, la santé ou l'éducation. Nous avons pu le voir, même d'ailleurs ces dernières années, beaucoup d'adjoints du shérif, que ce soit du comté de Davidson ou d'autres au sein du Tennessee, sont tombés face à la criminalité parce que nos dirigeants ne sont pas intervenus. Aujourd'hui, nous devons changer cela et ça passe par une modernisation de ces équipements. Le plus important de mon programme sur la sécurité, c'est la proposition du Blue Shield. Alors, qu'est-ce que le programme Blue Shield? C'est un financement donc d'équipements technologiques, comme je l'ai cité précédemment, uniquement dans des zones rurales dans un premier temps, car elles sont beaucoup moins développées en termes de sécurité et en termes d'équipements. Elles ont des équipements qui sont pour la plupart obsolètes ou quasiment obsolètes et nécessitent beaucoup de changements. Bien évidemment, par la suite, ces investissements se continueront au sein des municipalités et des villes les plus grandes, comme on a pu avoir le cas donc avec Nashville ou d'autres qui pourront en bénéficier. Mais ces dernières polices, vous savez, ou ces shérifs sont mieux équipés que leurs collègues des zones rurales. En termes de sécurité, évidemment, la sécurité au sein de nos établissements est une priorité. Nous ne pouvons pas continuer à rester aveugles. Nous voyons très bien que dans nos écoles, aujourd'hui, on ne peut décemment pas mettre un agent de police dans chaque classe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas intelligent et nous devons trouver d'autres solutions. La solution, elle est toute simple. Réarmer nos enseignants. Nos enseignants sont ceux qui sont censés dispenser à nos jeunes des cours, de l'enseignement, mais également les protéger, les éduquer. Du moins les éduquer autrement que par le biais familial. Donc c'est pour ça que nos enseignants seront réarmés et auront la possibilité de protéger nos élèves. Nous avons eu le cas, il y a de cela une année ou deux, une tuerie dans un de nos établissements au sein du Tennessee. C'est regrettable. Et si nos professeurs étaient armés, nous aurions cette possibilité d'intervenir et de ne pas faire plus de morts, voire peut-être sauver plus de vies. Ça reste du conditionnel, mais c'est une mesure qui est nécessaire, car elle pourrait à l'avenir permettre de sauver. Il y a bien évidemment au programme sécurité la réinstauration du port d'armes automatique pour les citoyens du Tennessee. Aujourd'hui, le gouvernement démocrate, enfin du moins élu, vous a retiré vos armes automatiques. Comment ça s'est passé? Déjà, ça s'est passé sans vous consulter, ça s'est passé outre vos idées, vos opinions, ça s'est fait contre vous, la majorité. Aucun citoyen que j'ai pu croiser durant ces mois de campagne m'ont dit qu'ils étaient favorables à cela. Seulement quelques zigotos sur qui en fait ne sont que des amis du gouverneur ou des membres du Parti démocrate. Aujourd'hui, les armes automatiques doivent être garanties par notre État. Elles sont, du moins dans le second amendement, qui nous permet de rester armés, de pouvoir nous protéger. Et c'est un droit qui est inaliénable. On ne peut pas bafouer déjà notre Constitution. Et certains vous diront, le Parti républicain, comme M. Brandt qui était ici hier, a dit le Parti républicain n'a pas défendu le retrait des armes automatiques. Que pouvons-nous faire, même si nous sommes minoritaires à l'Assemblée générale? Nous avons tenté, et notre chairman a tenté un recours auprès des juges de la Cour suprême de l'État pour faire annuler cette décision. Elle a été rejetée. Nous avons tenté de faire tout ce qui était en notre pouvoir, par le biais démocratique, de pouvoir vous garantir cette possibilité d'être armé, d'être armé avec des armes automatiques, pardonnez-moi. Malheureusement, le gouvernement démocrate, étant majoritaire politiquement dans l'État, a eu raison
malgré tous les éléments qui étaient contre eux. Et c'est regrettable. C'est pour ça que dans mon programme, la restauration de ces armes automatiques. C'est un bien nécessaire. On ne peut pas vous priver de vos libertés, et c'est un point qui me paraît très pertinent. Maintenant, quant à la justice aujourd'hui, la justice trop laxiste que ce gouvernement en place, que ce gouvernement laisse faire. Aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas condamnés à la juste valeur de leur acte commis. Aujourd'hui, on a des gens qui violent des femmes, qui agressent des gens dans la rue, des personnes âgées, ça peut être vos parents, ça peut être vous-même, et ces gens-là ne sont pas condamnés à leur juste valeur. Ces gens-là n'ont pas reçu de la part de la justice un traitement qui devait être nécessaire. Aujourd'hui, notre justice, je la trouve beaucoup trop laxiste, et ça se voit. Nous avons des criminels partout dans la rue. Qui, ici, ne s'est jamais fait agresser dans la rue? Je peux vous donner l'exemple. Je pense que beaucoup de monde est agressé au moins une fois dans la semaine. Si vous restez en ville, si vous traînez en centre-ville, ça arrive. Et ça ne devrait pas arriver dans un État comme le nôtre. Dans un État ne sont pas des criminels, les gens sont des honnêtes travailleurs, des honnêtes gens, ça ne devrait pas arriver. C'est pourquoi ma première mesure pour la justice, c'est le renforcement des peines minimales obligatoires pour les crimes graves. Les crimes graves, ce sont les agressions, les meurtres. Ça peut être les cybermenaces également, qui est un nouvel enjeu pour notre État. Ce renforcement des peines minimales obligatoires, des peines minimales obligatoires, ça va passer par des mesures qui passeront à l'Assemblée, des mesures qui seront faites par mon gouvernement pour vous protéger au mieux des criminels. Les criminels, c'est pas dans la rue, c'est en prison, quoi qu'en disent les démocrates. Bien évidemment, pour que cette justice soit plus rapide et moins lente, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle est lente. Je propose donc également, toujours dans mon programme de la justice, la création d'unités spéciales contre les crimes pour les vulnérables. Comme je l'ai cité précédemment, les personnes âgées, les femmes, les enfants sont des personnes vulnérables et sont les cibles favorites des criminels d'aujourd'hui. Ces criminels qui n'ont aucun courage et qui ne sont que des lâches. Ça passera donc par la création d'unités spéciales pour les protéger. Ça passera par des magistrats qui seront formés à faire des procédures différentes pour permettre d'avoir une justice plus rapide, potentiellement moins laxiste également, par rapport à ces crimes qui sont, très honnêtement, je considère. Et cette création d'unités spéciales qui seront donc finalement des magistrats et des enquêteurs, ça passe également donc par une création au niveau étatique et non dans chaque département. Donc ce sera rattaché à la police d'État. Bien évidemment, toutes les personnes qui sont condamnées ne sont pas forcément des criminels. Il y a des personnes qui peuvent, par des choix de vie, par des moments dans leur vie, avoir dérapé. Ça peut être le cas. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont besoin d'être accompagnés. On ne peut pas les laisser comme ça dans nos prisons, se faire massacrer par la vraie racaille, par les vrais criminels, qui eux, y sont pour un bon moment. Et qui doivent y rester d'ailleurs, pour un bon moment. C'est pourquoi, dans mon programme pour la justice, je propose la réinsertion et le service communautaire. Les gens qui ont fauté, les gens qui auront fait, bien évidemment, des crimes, pas forcément des crimes graves, mais bien évidemment, ce seront pour des délits, plutôt. Ces gens-là feront des services pour la communauté. Je m'explique. Ce seront des travaux d'intérêt généraux qui seront quasi automatiques pour les gens qui font des petits délits, voire des crimes. Tout dépend en fonction du jugement rendu, mais il faut que ça passe par là. Ces gens-là ne sont pas des crimes, on ne doit pas les faire rentrer dans le circuit criminel, on doit les en faire sortir. C'est pourquoi ce programme de réinsertion communautaire va permettre à ces gens-là de se rattraper auprès de la communauté en la servant et en travaillant pour elle. C'est aussi ça. Maintenant, après la sécurité et la justice, qui est selon moi quand même un domaine très important, nous passons au plus important, l'économie. Alors l'économie, mon programme économique est un peu long, c'est pourquoi je vais essayer de le synthétiser. Aujourd'hui, on a un gouvernement démocrate qui souhaite taxer ce qu'ils appellent des super profits. Alors bon, le décret n'est pas encore promulgué, ça a été mis sur Yelpler, mais bon, pour le moment il n'y a rien.
Qu'est-ce que des super profits? Qui saurait dire qu'est-ce que des super profits? Personne n'a réellement de conditions. Alors, qui ça touche? Bien, les entreprises, on ne sait pas. Ces super profits, finalement, ils ne sont même pas définis, il n'y a même pas de seuil minimal. Qu'est-ce qu'un super profit? À partir de combien c'est considéré comme un super profit? Nous ne savons rien là-dessus. C'est encore une zone de flou. S'il n'y a pas un cadre bien clair et défini à ce qu'est un super profit, nous nous opposerons bien évidemment à cette mesure, qui pour moi est selon moi juste là pour faire mousser le gouvernement en place, politicienne et pure. Bien évidemment, qu'est-ce que ferait notre économie sans nos entreprises? Nos entreprises qui travaillent dur, nos chefs d'entreprise qui s'efforcent de donner du travail à tous les citoyens, qui s'efforcent de se développer, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? On leur met des taxes. Aujourd'hui, la taxe est à 7% sur les entreprises. Elle a été abaissée par le gouverneur. C'est pas assez. 7%, vous imaginez? 7% pour des petites entreprises, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que nous comptons l'abaisser à 5%, puis potentiellement à l'avenir, si 6% sont toujours trop, en fonction de ce que nous diront les chefs d'entreprise, car nous les consulterons bien évidemment, nous la diminuerons encore de 2%. Voire la supprimer, s'il s'avère qu'elle deviendrait trop importante pour les entreprises et qu'elle viendrait à les freiner dans leur développement économique. Le Tennessee est un État rural qui se base sur une économie forte, principalement tournée vers l'agriculture. Notre agriculture aujourd'hui, notre monde agricole est en souffrance. Nous avons des actes suicides. Nous ne pouvons pas continuer comme cela parce qu'ils sont submergés par les dettes qui sont contractées auprès d'établissements bancaires et également par les taxes. Ils sont taxés également, surtaxés. Et en plus, le gouvernement démocrate vient leur imposer des mesures écologiques punitives qui vont réduire actuellement leur marge de manœuvre quant à l'exploitation de leur terrain, de leur propre terre. C'est pourquoi, pour que ces agriculteurs, pour que nous donnions envie aux gens de continuer, que nous puissions également en trouver de nouveaux qui puissent également fournir du coup ce travail important pour notre État, je compte mettre en place un crédit d'impôt pour les jeunes agriculteurs qui souhaiteraient s'installer. Ce crédit d'impôt sera valable pour 2 ans et pourra être renouvelé si peine à s'installer. Bien évidemment, nous n'allons pas le renouveler indéfiniment. Si on voit que l'agriculteur n'y arrive décidément pas, nous prendrons des mesures pour stopper ce crédit d'impôt. Maintenant, mon programme économique est basé sur une mesure phare qui est le Tennessee productif. C'est pourquoi je 500 000 $ sur 5 ans pour relancer la production industrielle. Notre État, comme je l'ai dit précédemment, est tourné vers l'agriculture, avec une économie agricole, et nous devons nous en sortir également. Nous devons nous diversifier. Aujourd'hui, quand une entreprise meurt, c'est parce qu'elle manque de diversification. Et pour un État, c'est pareil. Si notre État se tourne uniquement vers l'agriculture, le jour où il y aura des aléas climatiques, le jour où les récoltes ne seront plus bonnes, le jour où nous aurons un souci pour nos agriculteurs, parce que le nombre pourrait éventuellement diminuer, nous ne pouvons pas continuer à nous baser uniquement sur de l'agriculture. C'est pourquoi nous devons relancer également une industrie qui ne sera pas une industrie trop violente, que ce soit au niveau écologique, ni au niveau du travail. Nous ne pouvons pas avoir des usines qui sont trop délabrées, pardonnez-moi, et qui menacent de tomber. Nous devons avoir des usines. Nous devons avoir des usines qui sont performantes, et ça passe donc par un investissement aussi conséquent. C'est pourquoi mon programme Tennessee productif, pardonnez-moi, vise à créer des emplois en plus durables pour les citoyens du Tennessee et à créer également de nouvelles sources de revenus pour notre État et pour nos concitoyens. C'est aussi simple. Ce programme donc va passer par de l'aide à l'embauche, de la création de zones économiques pour les industries, par des crédits d'impôt également pour ces entreprises qui souhaiteraient s'installer et produire au Tennessee et donc contribuer à notre économie. Et bien évidemment, ça passera par des taxes qui seront baissées, comme je l'ai pu le préciser précédemment, avec la baisse des taxes.
c'est une de mes mesures phares. Bien évidemment, on ne peut pas que se tourner vers les entreprises, il faut également vers les familles, car ce sont elles également le moteur de ces entreprises, le moteur de notre État, la force de travail de nos concitoyens. Aujourd'hui, mon programme Famille responsable visera à alléger les charges fiscales des ménages des travailleurs en permettant des déductions pouvant aller jusqu'à 2000 $, pour des dépenses essentielles du quotidien. Ça passe pour des travailleurs principalement qui font des horaires très compliqués, ça passe par des allègements des dépenses, que ce soit pour la garde des enfants, pour les fournitures scolaires, pour les frais de santé de ces travailleurs, qui devront également épargner pour leur retraite à l'avenir. Ça passera par tout ça. Ce programme reste fidèle à nos valeurs, il reste tout de même social, car nous pensons que si nos travailleurs ne vont pas bien, si nos citoyens ne se sentent pas bien dans notre État, aujourd'hui notre économie ne pourra pas tourner. Et nos chefs d'entreprise peineront à tourner et couleront également. C'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça. Maintenant, toujours dans mon programme économique, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes très tournés vers l'agriculture. C'est pourquoi la création du programme Tennessee Proud, qui vise à renforcer les circuits courts agricoles en venant directement consommer chez les producteurs locaux et en favorisant le développement de magasins directement au niveau de l'installation des fermes, mais également dans les municipalités qui permettront à nos agriculteurs directement de leurs produits au sein de l'État plutôt que d'exporter et d'être taxés. Ça permettra à nos concitoyens également de manger des produits sains, de manger des produits qui seront mieux et qui seront surtout produits dans leur État, et tout le monde sera gagnant. Les agriculteurs n'auront pas les taxes d'exportation, les citoyens mangeront des choses bio et seront bien évidemment toujours, parce que nos citoyens ont besoin de consommer des produits de l'étranger, nous avons besoin de produits qui sont nous devons faire tourner notre propre économie et nos concitoyens doivent le comprendre, ça passe par ça. Maintenant, toujours parce que nos zones rurales sont très mal desservies, que ce soit en termes d'économie, de transport, de santé. Mon programme est bien tourné vers la ruralité, vers ces zones qui manquent. Nous en avons pu avoir la preuve avec Townsend. C'est cette petite ville qui se développe, qui peine à se développer et qui a besoin d'aide. Ce sont de ces villes-là dont je parle. C'est pour ça que mon prochain programme vise à créer des zones économiques rurales, des ZER, qui permettra donc à tout le monde de produire dans des zones rurales, de créer de l'emploi, de créer donc des entreprises, et qui permettra à prix et les productions agricoles de s'installer dans ces zones rurales à moindre coût. Ça passe toujours bien évidemment par des crédits d'impôt, par des baisses de taxes, par des subventions qui pourront être accordées à ces entreprises. Aujourd'hui, notre monde évolue et nous avons besoin de plus en plus de la technologie. Alors pourquoi pas mettre la technologie au service de notre économie en proposant la création d'un fonds d'innovation, de robotique, d'agritech et d'énergie qui sont considérées comme renouvelables. Ça passera par donc un investissement pour nos entreprises et nos agriculteurs de 250 millions de $, dédiés à ce développement de ces secteurs. Aujourd'hui, bien évidemment qu'on ne laboure plus des champs avec des chevaux, avec une charrue. On a un tracteur, on a peut-être un tracteur qui utilise de la robotique et nous avons besoin nous avons besoin d'appareils qui sont faits au sein de notre État ou qui sont faits même au sein des États-Unis d'Amérique pour faire tourner notre économie locale et notre économie nationale. Donc ce fonds d'investissement pour l'innovation technologique, qui sera principalement au service de l'économie agricole et industrielle, sera subventionné. Maintenant mon budget. Alors mon budget, c'est une partie assez délicate. Aujourd'hui, comment équilibrer un budget? Nous avons les démocrates qui proposent de nous faire passer à 69 milliards pour le prochain mandat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 69 milliards avec 69 milliards
dans le top 10 des hommes les plus riches du monde. 69 milliards pour notre État, c'est conséquent, sachant que notre budget actuel est de 63 milliards 675 millions. Bon, je vous fais pas tous les chiffres, mais bon, voilà, vous comprendrez qu'on est à quasiment 64 millions et ces derniers On veulent veut passer tous à les 69 chiffres. millions. Bah, je vais vous les donner, c'est 63 milliards 675 millions 484 349,97 dollars. Exactement pour le monsieur. Merci, monsieur, merci. C'est énorme, c'est énorme. Nous avons des démocrates qui veulent nous faire passer à 69 milliards. C'est énorme. Aujourd'hui, si nous dépassons, comme ont pu le dire certains de mes adversaires, monsieur Oui. Brand a soulevé un point intéressant, si nous dépassons les 70 milliards de dollars pour l'État du Tennessee, le gouvernement fédéral va s'en mêler, car notre État sera beaucoup trop dépensier. C'est pourquoi je propose de réduire dans des secteurs qui sont considérés comme secondaires, voire moins essentiels, comme la santé, l'éducation. Bien évidemment, le gouvernement n'y échappera pas. Il y aura des coupes budgétaires. Les fonctionnaires qui sont payés à rien glander, des fonctionnaires à des postes doublons, ce qu'on appelle, des gens qui sont deux sur un poste, alors que un suffirait très bien, voire même on pourrait réduire en fermant certaines administrations dans des endroits qui ne le nécessitent pas. Aujourd'hui, le gouvernement va se serrer la ceinture également. Le budget du gouvernement passera de 1 milliard à 900 millions. Le budget de l'éducation ne sera pas également épargné. Aujourd'hui, l'éducation, ça coûte cher, on le sait. Et ce n'est pas une de nos priorités. Nous pouvons fournir des subventions aux écoles pour fournir des écoles de qualité, du matériel de qualité, et nous ne pouvons pas nous permettre de payer les frais de scolarité d'élèves. C'est pourquoi ces coûts budgétaires viseront principalement à couper ces subventions-là, passant donc du budget de l'éducation de 16 milliards, d'environ 16 milliards à 14 milliards. Donc une réduction d'un peu plus de 2 milliards de dollars. Pareil, la santé, Donald Trump a très bien fait en supprimant l'Obamacare, qui est un système d'assurance qui coûte énormément à nos contribuables. Aujourd'hui, sur votre fiche de paie, ça s'appelle des cotisations sociales. Ça vous coûte énormément sur votre salaire, de l'argent que vous pourriez réutiliser pour vos enfants, pour vos loisirs, pour votre vie même, pour essayer de subvenir à vos besoins, parce que je sais que certains n'ont pas forcément des salaires. Donc c'est cet argent en moins qu'on vous prend, qu'on souhaite vous rendre, nous, donc en coupant les budgets de la santé et aujourd'hui en supprimant, c'est compris dans mon programme de la santé, en supprimant le Baker Care, qui était une solution pour pallier à la suppression de l'Obamacare, le système d'assurance nationale, qui très honnêtement est beaucoup trop coûteux. Donc passant le budget de la santé et des aides sociales de 22 milliards à 17 milliards. C'est une coupe de 5 milliards que nous faisons. Parce que nous considérons que l'assistanat, ce n'est pas à nous de payer les prix forts, c'est pas aux travailleurs honnêtes de payer des coûts pour ceux qui glandent à la maison aujourd'hui, ou pour ceux qui se sentent pas très bien, mais qui au final ont rien, pour les hypocondriaques. Non, stop. Aujourd'hui, vous êtes réellement malade, on peut vous aider, vous ne l'êtes pas, on vous donne rien. C'est ça, l'objectif. La sécurité et la justice, comme précédemment, j'annonçais des augmentations de budget importantes, que ce soit par les programmes. Donc le budget de la justice et de la sécurité, qui est actuellement de 17 milliards 900 000 à peu près, passera à 19 milliards, soit une augmentation de 6,13%. C'est certes énorme, c'est un argent qu'on souhaite réinvestir durablement, car on en est confronté aujourd'hui. Nos rues ne sont plus sûres. Nous avons des adjoints qui se font abattre en pleine rue par des individus qui ne sont pour la plupart pas identifiés, des gens qui continueront à perpétuer des crimes, à perpétuer des violences envers nos concitoyens et nos protecteurs. C'est pourquoi, en augmentant ce budget, nous pourrons réinvestir durablement dans des équipements plus modernes pour ces adjoints, et même pour la justice, pour permettre de recruter plus aussi, pour qu'elle soit plus rapide et plus efficace. Et même potentiellement recruter de nouveaux adjoints en donnant des subventions au département du shérif. À voir avec les shérifs s'ils souhaitent recruter ou pas en plus. Ça reste prérogatif de décider ou non, mais nous serons là pour les aider s'il faut. Ouais, mais vous allez augmenter les impôts du coup. Absolument pas. Je vais y venir juste par la suite. Je vais vous expliquer où est-ce qu'on va prendre l'argent.
bien évidemment, parce que nous, contrairement au Radical Party, on a des dépenses, mais on a également des recettes. Et oui. Je vais terminer pour le budget, les ressources et les réglementations, donc l'énergie, la voirie, etc. Nous augmentons également le budget. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des routes, comme dans les pays du tiers-monde, avoir des routes complètement cassées. Nos citoyens ne peuvent pas vivre dignement si des infrastructures ne sont pas adaptées. C'est tout. Donc nous ferons une augmentation de 1 milliard de budget pour les transports, les affaires et l'économie, donc le développement économique. Nous investirons 1 milliard de plus. Sachez que les milliards qui sont investis, qui sont retirés par exemple à la santé, l'éducation ou au gouvernement, seront réinvestis dans la sécurité, dans les infrastructures, dans le développement économique, dans la justice. Maintenant, parce que nous avons une dette qui est à peine contrôlée, nous devons fournir des recettes qui nous permettront de rembourser cette dette et de ne pas laisser une dette colossale à nos enfants, petits-enfants et générations futures. Je vais laisser le DCSO intervenir. Oula. Mais Moins fort du compte chez tout le monde. Souffrance, silence. Bavure. L'illustration de la criminalité au sein de nos rues. Même nous, en plein meeting, ne sommes pas épargnés. L'extension de la TVA pour les services non taxés. C'est une nouvelle source de revenus, donc ça, principalement ça partira sur des services comme le consulting, mais également sur des services moins essentiels comme la billetterie. Aujourd'hui, il y aura une légère augmentation de cette TVA qui nous permettra donc également pour les plateformes numériques, le e-commerce, d'augmenter de 1,1 milliard par an les revenus pour le Tennessee. C'est une rentrée d'argent d'1 milliard 100 millions. Maintenant, la taxe foncière modérée sur les actifs non agricoles. Aujourd'hui, nous avons des gens qui possèdent des terrains énormes, inexploités, qui possèdent des champs qui ne sont pas exploités, qui pourraient l'être, qui pourraient permettre le développement des zones, que ce soit des zones rurales en construisant des entreprises, des industries ou même des logements. Ces gens-là doivent être taxés parce que détenir des terres sans rien en faire, on ne peut pas continuer à laisser ces gens à s'enrichir avec ces terres, mais jamais recevoir le contre-coup. Donc ça passera par une augmentation pour les propriétaires terriens de plus de 5 miles carrés, soit environ 12 km carrés, si vous voulez la conversion. Ça fait quand même déjà pas mal. Pour bien évidemment ceux qui ne possèdent pas de terres agricoles ou d'industrie. Ce qui permettra de générer un revenu de 700 millions en plus. L'écotaxe pour les poids lourds et la logistique des grandes autoroutes. Aujourd'hui, nous avons des poids lourds qui viennent hors de l'État, qui devraient être taxés, et cette taxe visera donc, qui s'appellera donc l'écotaxe, visera déjà premièrement à inciter plus, non pas à l'importation d'autres États et même d'autres pays, mais à consommer local, qui se lie directement à mon plan économique qui est tourné vers la consommation locale et les zones rurales. Donc plus 400 000 ans, c'est plutôt pas mal. Maintenant, les niches fiscales. On en parle, tout le monde en parle, tous les États en parlent. Nous avons des niches fiscales qui coûtent cher. Ce sont des avantages fiscaux qui permettent de payer moins d'impôts. Aujourd'hui, nous en avons qui sont obsolètes ou qui sont complètement inutiles. Voire même inefficaces. À quoi ça sert d'avoir des niches fiscales? 3 personnes. Priorité aux 6 900 000 d'autres, voyez-vous. Donc aujourd'hui, cette suppression fiscale, ça permettra une augmentation de 600 millions de dollars. L'optimisation des revenus domaniaux, les gens qui possèdent des domaines sans les exploiter économiquement, les forêts minières qui ne sont pas basées au Tennessee, donc ce sont des entreprises qui sont en dehors du Tennessee, pardonnez-moi, ces gens-là paieront des impôts supplémentaires qui seront, je pense, le bienvenu, car des zones sans les exploiter alors qu'ils ne sont même pas domiciliés au Tennessee, pourquoi seraient-ils épargnés? Moi je préfère taxer ces gens-là plutôt que de taxer mes propres concitoyens. Ça permettra
déjà de faire respirer fiscalement nos concitoyens, et ça permettra aussi à ces gens peut-être de se remettre en question, soit de participer à notre économie, soit de dégager de notre État. Moins de niche fiscale, Cela plus de permettra- nichons. Cela permettra un revenu supplémentaire de 400 millions de dollars par an également. Je l'ai précisé précédemment, les plateformes de e-commerce qui sont situées en dehors de notre État, toujours. Les Temu, AliExpress, toutes ces plateformes étrangères même d'ailleurs qui viennent de Chine, aujourd'hui, nous devons les taxer. Parce qu'il est hors de question que ces gens-là soient épargnés, alors que certains veulent taxer plus nos concitoyens. Nous devons nous attaquer en priorité à ces gens-là. Aujourd'hui, il vaut mieux commander sur Amazon que sur Temu ou AliExpress. Excusez-moi. Faire tourner l'économie nationale et locale sera plus bénéfique pour notre pays et pour notre État que de faire travailler 2-3 enfants chinois dans une usine qui est en train de se casser la gueule. Oui, mais malheureusement, monsieur, quand permettra- les salaires ne suivent pas, on est obligé de payer moins cher ailleurs que de plus cher chez nous. Eh bien, écoute, les baisses de taxes que j'ai prévu de vous faire, vous toucherez plus. Je disais donc, également, les holdings qui exploitent les ressources de notre État et qui ne sont pas présents dans notre État, pourquoi seraient-elles épargnées? Également, elles recevront une taxe supplémentaire de plus de 300 millions de dollars par an pour notre État en recettes. C'est plutôt pas mal. Il y a d'autres taxes et d'autres sources de recettes que je vous laisserai aller consulter sur mon programme volontiers. Il faut que nous puissions poursuivre. Il y a d'autres points clés. Maintenant, la santé. Nous allons déployer plus de 30 cliniques mobiles dans les zones désertes, donc dans les zones rurales, pour permettre à tous un accès à la santé convenable. Aujourd'hui, ce n'est pas les frais que nous devons payer pour la santé. Nous devons injecter de l'argent pour que tout le monde ait un accès égal à la santé. Pas comme les démocrates le veulent, à payer les frais de soins, les frais de santé à tout le monde. Nous devons fournir l'accès, principalement. Donc ça passe par le déploiement de ces cliniques mobiles. Donc on commencera avec 30, on pourra augmenter à l'avenir. Également, l'ancien gouverneur Roy Kellerman, ici présent, J'espionne. avait, lors de son mandat, proposé la téléconsultation, ce qui permet d'éviter de vous déplacer en ville, de faire 1 heure de trajet, de revenir, d'avoir l'essence à payer, de perdre du temps dans votre journée, Bravo. de l'argent que vous pourriez, du temps que vous pourriez passer chez vous avec vos familles, ou même peut-être à travailler pour certains. Donc je compte subventionner cette téléconsultation. C'est donner suite à une mesure proposée par notre parti qui est pertinente et qui doit être développée. Aujourd'hui, cette subvention, elle sera étendue à 300 000 foyers et pourra être développée à l'avenir à plus de foyers en fonction de la demande qui sera faite. Ça passe également aussi par la santé mentale. Nos concitoyens aujourd'hui ont énormément de soucis, que ce soit lié à la dépression ou autre. Nous devons les prendre en charge, nous devons les aider. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un État rempli de personnes qui ont des soucis. Nous devons les aider, les accompagner. C'est pourquoi je propose également une mesure qui viendra soutenir ces personnes dans les zones rurales et les zones, les zones périphériques des villes où l'accès est facile pour les zones. L'accès est moins facile, pardonnez-moi, pour la médecine psychiatrique. Nos vétérans aujourd'hui ont fait beaucoup de sacrifices. Nous devons continuer à les aider à se réinsérer dans la vie commune. C'est pourquoi je propose également des centres de réinsertion et de résilience pour les vétérans, qui les accompagnera dans la santé, dans le logement, qui leur permettra de se réinsérer, de reparticiper à l'économie et de continuer à vivre normalement. C'est une solution qui doit être faite parce qu'aujourd'hui, beaucoup de vétérans souffrent dès leur retour de ne pas être aidés et de ne pas pouvoir s'insérer correctement dans notre vie et dans notre communauté. Beaucoup de mes adversaires m'ont reproché de faire un programme écologique. Aujourd'hui, nous avons un État qui est rural, qui est rempli de forêts, qui est rempli de champs, et nous devons préserver cela. Déjà dans un premier temps pour notre économie, car comme je l'ai dit précédemment, elle est tournée vers l'agriculture, mais
Également pour les générations futures. Nous ne pouvons pas leur laisser des sols ultra pollués. Nous devons quand même leur laisser un état en bonne marche, en bonne fonction, et un état de santé. C'est pourquoi ça passe par des plans, donc par un plan que j'ai nommé Terre vivante, qui visera donc à restaurer des sols contre l'érosion, principalement liée à de l'agriculture trop intensive. Nous restaurerons ces sols. Par la suite, nous pourrons éventuellement les réexploiter pour continuer à développer notre économie. La protection des zones humides également. Nous avons une faune et une flore très importante. La faune, ça passera par la protection donc de ces zones humides, donc que ce soit de nos rivières, de nos marécages présents au sein de l'État. Tout ça sera bien évidemment géré au niveau étatique et nous pourrons éventuellement déléguer à des services locaux. Alors, l'éducation. Certains me reprochent de trancher dans l'éducation. Certes, je tranche, mais je propose quand même des mesures pour aider dans l'éducation. Toujours tourné vers ce souci désert rural. La promotion des métiers agricoles dans les lycées et les centres de formation permettra de les repeupler et de redynamiser notre économie rurale et locale. Également, le développement encadré des charter schools dans les zones prioritaires, donc, qui permettra évidemment de fournir un enseignement de qualité dans les zones, pardonnez-moi, j'ai un peu de mal, dans les zones avec le plus de difficultés. Aujourd'hui, ça permettra à nos élèves de ne pas être déscolarisés et d'avoir des gens, comme ça a pu être le cas, dans les banlieues de Nashville, qui, par faute d'écoles potables, désertent les bancs et finissent dans la rue, pour la plupart, ou alors à essayer de travailler en étant très jeunes, ou même certains ne travaillent pas, et donc vivent de l'assistanat. Ça passe également par un encadrement strict des formations et des programmes. On ne peut pas continuer à avoir des programmes woke dans nos écoles. Aujourd'hui, le lobby LGBT est un danger pour nos jeunes, est un danger pour notre nation. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ces gens endoctriner nos enfants et à rentrer dans nos écoles. Aujourd'hui, nous devons aider nos enfants à se développer normalement. Il y a des choses prioritaires comme la lecture, les mathématiques, et non, et pas la transition de genre. Non, je suis désolé, ce ne sera pas une matière au programme, qu'en déplaise aux démocrates, bien évidemment. Donc, il y aura un encadrement strict des programmes et des interventions au sein des établissements. La culture. Nous avons un État qui a une culture très forte. Une culture, qu'elle soit musicale ou un patrimoine local qui doit être préservé. Aujourd'hui, peu de musées sont dans les zones rurales, mais si nous pouvons nous permettre d'en créer ou de continuer à promouvoir notre culture au sein des écoles et même au sein des universités, nous subventionnerons ces projets-là. Donc c'est pour ça qu'il y aura la création d'un fonds d'incitation à la production culturelle pour permettre de partager notre culture ténécéenne, mais bien évidemment également américaine. Ce qui pourra également permettre de développer le tourisme et donc de créer une nouvelle source de revenus pour notre État. Toujours dans l'éducation, les universités aujourd'hui, elles ont besoin d'être plus ouvertes. Nous avons des gens qui ont besoin de faire des études supérieures. Ces gens seront futurs moteurs de l'économie, de par des formations qui permettront d'avoir des futurs avocats, alors que les personnes n'ont pas forcément des revenus très importants. C'est pourquoi l'accession à nos universités doit se faire et doit être facilitée et que l'État aidera ces jeunes à s'insérer dans des études supérieures. Principalement pour des personnes issues de zones rurales ou de zones défavorisées qui n'ont pas forcément la primogéniture des places dans des universités par rapport à des gens issus des beaux quartiers ou même des personnes assez aisées. Voilà mon programme, il est clair, alors peut-être pas simple à comprendre, ça dépend, mais il est clair. En tout cas, il y a une volonté d'aider aujourd'hui nos zones rurales qui meurent. Nos zones rurales meurent.
il y a une désertion de ces zones rurales. Nous avons besoin de les aider, de les accompagner, que ce soit économiquement, culturellement ou encore sécuritairement. Et ça passe par toutes ces mesures. Certains vont me dire, oui, vous oubliez peut-être les zones peut-être plus denses, les villes. Non, je ne les oublie pas. Ces centres importants sont une priorité pour mon futur gouvernement. Nous compterons bien évidemment sur la collaboration des élus locaux pour développer avec eux des programmes similaires à ceux qu'on propose pour les zones rurales, mais plus adaptés pour leurs zones urbaines. Je suis bien évidemment ouvert à toute question, tout débat. Si vous souhaitez me parler, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir été présent. Et puis, si des personnes souhaitent éventuellement rejoindre mon mouvement et notre parti, ça se fera avec les cadres ici présents. Merci d'avoir regardé les nouvelles du jour. Très belle fin de soirée à tous et à bientôt.